In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons renouer le dialogue aujourd'hui avec Marie-Claude Cherki qui était venue il y a quelques mois de cela nous parler de Raymond Queneau, le rapport entre Queneau et le cinéma. Et il faut savoir que hors caméra, si je ne me trompe pas, elle m'en avait déjà parlé d'un autre projet. Et aujourd'hui, on est là pour en parler de ce projet qui est concret. C'est celui-ci. Je remontre à la caméra. Voilà, c'est un livre, Musidora, Qui êtes-vous? C'est un ouvrage collectif. C'est édité chez les éditions de Grenelle, que je remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et donc, c'est un ouvrage collectif qui est dirigé par 3 personnes. Marie-Claude Cherki, Carole Orouet, que vous connaissez, qui était déjà venue sur Microciné pour nous parler, entre autres, des Enfants du Paradis, et Laurent Verret. Voilà. Et je suis très content donc de renouer ce dialogue. Comment allez-vous après avoir terminé ce projet littéraire édifiant? Eh bien, je vais bien. Je suis surtout contente qu'il ait abouti parce que la genèse a débuté. C'est pas beau comme expression, mais le projet a débuté juste avant la période des confinements, c'est-à-dire qu'on avait d'abord organisé un colloque et qui n'a jamais pu se tenir, qui s'est tenu en ligne puisque annulé par une période de confinement. Et puis ensuite, il y a eu pour la publication quelques petits rebondissements, mais enfin ça arrive dans toutes les publications. Et enfin aujourd'hui, ce projet voit le jour. Le seul regret, c'est de n'avoir jamais pu rencontrer à la fois tous les auteurs de ces articles qui auraient dû être présents. On aurait dû tous être là durant le colloque et pouvoir tous échanger. Mais on a eu l'occasion vendredi dernier, pour fêter la sortie du livre, d'en rencontrer quelques-uns qui ont pu se déplacer à la librairie du Panthéon, et ça a été une grande joie. Voilà, de se retrouver. Ils n'étaient pas tous là, mais on a pu échanger et se réjouir ensemble. Et je les remercie d'être venus, tous ceux qui sont venus. Et d'ailleurs, je vais les nommer. Je vais nommer quand même les textes. Donc, il y a Karine Abadi, il y a Caroline Barbier-de-Reul. Alors, bien évidemment, il y a Carole Orouet, il y a vos textes à vous et ceux de Laurent. Il y a Anne Bléger, Didier Blonde, Lucas Bruno, Patrick Casal, Béatrice de Pastre, Marc Durand, Hélène Fleckinger, Annette Forster, Christophe Gauthier, pardon, Anne-Elisabeth Alperne, Myriam Jouan, Laurent Manoni, Paola Palma, Sébastien Ranger, que nous connaissons, qui était déjà venu sur la chaîne, Pascal Roch et Christophe Viard. Voilà, je crois que c'était important quand même de les nommer, mais on va y revenir dans l'architecture, la conception de ce bouquin. Alors moi, là pour le coup, j'ai pas beaucoup travaillé pour la première question. En fait, je vais reprendre la question que vous posez, vous en sous-titre, à savoir qui êtes-vous. Donc j'ai envie de vous dire, mais qui est-elle Musidora? Qui est Musidora? Alors, est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs Musidora d'abord? Alors, d'abord aujourd'hui, comment définir le personnage très rapidement? Pour nous, c'est un mythe du cinéma français. C'est une des fondatrices parce qu'elle est et une pionnière. Un mythe, une pionnière, une star. Et puis derrière, il y a la femme qui travaille parce qu'évidemment, avant d'être une pionnière, un mythe, il faut être une femme qui se met au travail. Donc, elle débute très très jeune, surtout au music-hall et dans les cabarets, et elle devient une star de music-hall. Elle a étudié la comédie bien sûr, mais elle est d'abord une star de music-hall, et en même temps qu'elle devient dans la période 14-18, mais vraiment une star de music-hall, elle devient aussi, parce que elle tourne le jour et elle est au théâtre le soir, elle devient cette star du cinéma muet dans Les Vampires de Feuillade, et c'est l'image surtout d'elle qui va nous rester. Mais derrière cette image de femme en collant noir, en maillot noir que vous voyez derrière moi et qui constitue le mythe, il y a la femme qui va devenir aussi une pionnière, parce que après avoir travaillé avec Feuillade et d'autres réalisateurs, elle est passionnée, elle s'intéresse à tout, c'est dans
sa personnalité et dans son caractère. Alors elle les observe au travail, ces réalisateurs, et elle décide qu'elle aussi, elle veut passer derrière la caméra. Et elle va le faire. Elle va être une des premières femmes réalisatrices au monde, parce qu'à cette époque, il y en a peu. En France, il y a eu Alice Guy qui a eu réellement une carrière cinématographique de réalisatrice. Et j'oublie, tout à coup, j'ai un nom qui m'échappe, cette cinéaste avant-gardiste du cinéma muet qui a réalisé La souriante Madame Bedet, mais qui est plutôt dans l'avant-garde et qui réalise des films pour un petit cercle d'initiés, disons, ce ne sont pas des films grand public. Musidora va vouloir vraiment… Pardonnez-moi, Germaine Dulac, qui a été, que Musidora a bien connue et qu'elle admirait profondément. Et Musidora veut vraiment faire un cinéma grandiose et populaire, romanesque, lyrique, à l'égal de ce que pratiquent les hommes, et pas faire juste un cinéma confidentiel. Et puis, autre originalité, 3 de ces films vont être tournés en Espagne. Elle sort aussi du territoire français pour aller découvrir un autre monde, comme une sorte d'Eldorado. C'est son Hollywood à elle. Elle fait 3 films au cinéma en Espagne, ce qui fait aussi partie de sa grande originalité, parce qu'elle va découvrir ce pays. Elle va suivre un torero, elle va travailler avec lui, et ce pays devient aussi indissociable de son cinéma. Et puis ensuite, elle est une femme écrivain, elle est poète, elle dessine parce qu'elle a appris très jeune dans les académies Julian et puis aux Beaux-Arts. Elle va toujours pratiquer tous ces arts à la fois, et elle devient une pionnière aussi des historiens du cinéma, puisque on sait bien que la Cinémathèque française est une des premières, si ce n'est pas la première cinémathèque au monde, et elle va participer à l'aventure de la Cinémathèque française à la fin de sa vie, aux côtés d'Henri Langlois, juste après la guerre. Langlois qui a besoin autour de lui de personnes qui connaissent, qui ont un réseau encore qui connaissent des personnalités qui sont encore là, et Musidora va travailler, va les interviewer, ceux qui sont encore vivants et qui ont travaillé en même temps qu'elle dans le cinéma muet, et elle va devenir une des fondatrices aussi de la Cinémathèque française, à laquelle d'ailleurs elle va léguer une bonne partie de ses documents, des scénarios, des lettres. Voilà, donc elle est très importante dans l'histoire du cinéma. Mais d'où elle vient exactement alors déjà, c'est son nom de scène, Musidora, mais je voudrais savoir un peu au niveau par rapport à son enfance, son adolescence, est-ce que… Alors, Musidora vient d'un milieu que je n'appellerais pas, oui, intellectuel, on peut le dire. Son père est musicien. Il est compositeur, il est musicien, il écrit des opéras, des morceaux de musique, il écrit des chansons. C'est un musicien et professeur de musique. Et en plus de cela, il est un philosophe. Il est d'ailleurs surnommé le philosophe. Il va être l'auteur d'un important ouvrage à tendance socialiste. Et donc un homme, un progressiste. Elle est élevée, elle naît rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement. Elle vit à Paris, elle vit dans ce milieu progressiste. Sa mère est un personnage aussi très intéressant, puisqu'elle va être une des pionnières aussi du féminisme. Donnant la main à son mari, elle s'occupe, elle, de la publication du journal qui est lié à ce mouvement socialiste créé par le père Roch. Et je retrouve tout de suite le nom de l'essai de Monsieur Roch. Son père écrit… Bon, je ne l'aurai pas sous les yeux là. Elle naît vraiment dans un milieu progressiste, féministe.
Et très jeune, elle a envie de dessiner, d'écrire, de conter. Euh, Son père aussi écrit pour elle des petites pièces de Guignol. Donc l'attrait, elle a des marionnettes, on les a gardées, on les a conservées. Donc cet attrait pour le théâtre, le spectacle, le dessin, il naît très très jeune chez elle. Et elle est entourée par les relations de ses parents, de personnalités politiques, de personnalités artistiques, des peintres, des poètes, des écrivains qui l'initient à l'art en général. Voilà d'où elle vient. Avant qu'elle devienne, la star une des premières stars d'ailleurs du cinéma français, est-ce que c'était une personnalité dans l'univers, artistique, français? Est-ce qu'elle était déjà connue? Oui, au théâtre, enfin au théâtre, au music-hall, puisque dès 19, enfin très très jeune, hein, dès 1909, elle est sur des scènes de théâtre, mais dès 1912, par exemple, elle est dans les énormes productions de spectacles du Bataclan, aux côtés de Colette, par exemple. Alors, il faut se représenter qu'à cette époque-là, ce sont des super productions sur scène. Il y a parfois 200 acteurs, un nombre infini de costumes. Et là, elle commence vraiment dès 1912 à être remarquée sur les scènes de music-hall, d'abord au Bataclan, aux Folies Bergères, et puis ça ne s'arrêtera plus puisque toute sa vie, elle va jouer. Elle est une femme de planche aussi. Donc, quand on regarde, par exemple, dans l'article que j'ai écrit sur sa vie au music-hall, on retrouve tous les noms des théâtres de Paris de cette époque, des music-halls et des théâtres. Elle les a tous, et non seulement de Paris, mais elle est en tournée constamment dans toutes les villes de France. Ces spectacles vont tourner et toutes les villes de France, elle les connaît. Elle va au-delà parfois, elle ira même dans les villes espagnoles du Maroc, elle ira en Suisse, en Belgique. Bon, son rêve d'aller aux États-Unis ne sera jamais concrétisé, mais elle voyage énormément. Alors Bataclan, entre parenthèses, qui s'écrit en 3 mots. À ce Bataclan. moment-là, on dit à Bataclan et non pas au Bataclan, on dit qu'on joue à Bataclan et effectivement à ce moment-là ça s'écrit Bataclan, ces trois onomatopées qui montrent bien l'effervescence du lieu à cette époque. C'est vraiment le grand lieu à la mode qui reçoit, je ne sais plus combien il peut contenir de spectateurs, mais c'est énorme et ce sont des productions. Cette salle est à cette époque d'ailleurs dirigée par une femme. Et c'est là qu'on rencontre Colette. Ah oui, voilà, c'est ça. J'aurais voulu savoir hein, la place importante de Colette dans la vie de Musidora. Alors, d'abord, elle rencontre Willy, l'ex-mari de Colette, parce que Musidora va jouer pendant un temps Claudine sur scène. Et puis, c'est après, en étant engagée à Bataclan, qu'elle va faire la rencontre de Colette dans la revue Sa Grise. On est en 1912. Et Colette va se prendre d'affection pour Musidora. Elles vont, je pense, par leur situation de femme moderne, indépendante, Musidora a des amants, elle en a toujours eu, mais c'est une femme assez libre. Elle n'est pas figée dans sa situation privée. Et je crois que cela plaît à Colette. Elles se soutiennent énormément pendant la guerre de 14. Elles s'organisent autour d'une sorte de phalanstère dans le 16e. Elles vont vivre ensemble. Colette, Musidora, l'autre actrice qui est très amie de Musidora. Bon, elles vont faire un groupe de femmes. Il y a aussi Annie de Pen. Elles vont se soutenir dans le métier, moralement, affectueusement, et elles vont être très liées toute sa vie. Et Musidora va rester amie avec Colette. Hein, elles échangent des lettres. Colette n'est pas toujours tendre avec ce que fait Musidora, mais elle la pousse dans ses retranchements. Elle l'aiguillonne un peu, et on le sent dans quelques lettres. Mais il y a une énorme affection de Musidora pour Colette et surtout une énorme admiration. On peut dire que Colette est un modèle pour elle. Elle va vouloir, comme Colette, écrire des romans
Euh, alors, l'œuvre écrite de Musidora n'a pas la dimension de celle de Colette, bien évidemment, qui est un immense écrivain. Mais Colette a servi de modèle à Musidora dans son activité littéraire, cinématographique, puisque d'abord, Colette va écrire des scénarios pour Musidora et Musidora va les tourner. Et hélas, ces films sont perdus, hein, La Vagabonde, Mine, etc. Ces films sont perdus, mais elles vont d'abord travailler ensemble. Puis Colette connaîtra un autre destin cinématographique. Certaines de ses œuvres seront adaptées par d'autres réalisateurs. Musidora, de son côté, va travailler sur d'autres scénarios, d'autres projets, mais elles vont rester amies toute leur vie, jusqu'à la fin. Dans les dernières années, Musidora est toujours là. Qu'est-ce que, lorsque le directeur artistique Louis Feuillade de la Gaumont, le directeur artistique de la Gaumont, Louis Feuillade, découvre Musidora et va lui proposer donc de travailler avec lui, pardon, dans ses projets de films, qu'est-ce qu'il voit en elle qu'est-ce qu'il voit en elle qui est totalement extraordinaire, voire original? Il la découvre au music-hall. C'est en allant la voir aux Folies Bergères qu'il, je crois tout simplement qu'il est séduit, comme énormément d'hommes et de femmes, parce qu'elle séduisait tout le monde par son regard, sa beauté, sa vivacité, son naturel. Il a été séduit. Et séduit par ce regard, et il se dit que ce regard qu'elle a, qui est quand même très particulier, profond, noir, avec de grands yeux très vivants, très mobiles, que ce regard va pouvoir produire un effet au cinéma, et il lui propose deux rôles, puisqu'il a ce projet des vampires. Il lui propose soit d'être un personnage positif et gentil, soit le rôle de la méchante. De faire partie de la bande des vampires. Et d'ailleurs, au début, il avait pensé qu'à des hommes. C'était un rôle d'homme au départ. Et puis finalement, le rôle d'homme devient un rôle de femme et Musidora choisit d'être la méchante. Et elle a bien fait, parce que c'est dans ce rôle qu'elle est restée et qu'elle a marqué les esprits. Et parmi ces esprits, les esprits des surréalistes qui vont participer à la création du mythe. C'est par eux que Musidora devient un mythe, qu'elle rentre dans les écrits des poètes, des écrivains, et qu'elle continue, que ce personnage noir et fantomatique et vampirique continue à vivre par les écrits des poètes. Et c'est eux qui contribuent au mythe. Mais c'est là que c'est assez intéressant, c'est de savoir lorsque, à ce moment-là, comment dire, elle détonne dans le jeu, à ce moment-là, dans le milieu du cinéma français. Alors oui, on a très longtemps dit effectivement qu'elle avait quelque chose d'original, parce que justement, elle bouge peu, elle quitte un peu le jeu très exagéré qui peut exister dans certains films muets dans lesquels on joue encore un peu comme au théâtre, au Grand Guignol, avec énormément d'exagération parce que on vient de la pantomime, on vient du Grand Guignol, etc. Et Musidora, je ne sais pas comment, peut-être parce qu'elle a pris des cours d'art dramatique ou par instinct, devant la caméra, elle a un jeu très intense, et ça, c'est peut-être la première fois qu'on l'analyse aussi profondément. Laurent Verret, justement, dans le volume qu'on vient de publier, essaye de comprendre, et je crois parvient à nous convaincre en quoi cette Musidora va avoir un jeu moderne, un jeu différent. Et je vous renvoie à cet article parce qu'il est long, il est riche, il est précis, il est plein de références à des films précis, à des moments précis, à des scènes. Voilà, on peut dire effectivement qu'elle est pleinement une actrice moderne, peut-être parce qu'elle joue de tout son corps, parce qu'elle joue du regard, de la profondeur de son visage, peut-être un peu, ça serait peut-être
une préfiguration de ce que Stanislavski va rechercher après, c'est-à-dire l'intériorité du rôle et pas seulement s'extérioriser par une quantité de mouvements, mais peut-être par l'intensité d'un regard, d'une expression, d'un petit jeu de corps qu'il suffit à percevoir au cinéma, parce que sur un grand écran, il faut peut-être finalement peu pour faire beaucoup. Mais d'ailleurs, merci d'avoir cité le texte de Laurent Verret, parce que ça va nous permettre de faire d'ouvrir une parenthèse importante sur c'est un ouvrage collectif, je Oui. le dis encore. Et là, pour le coup, comment vous l'avez conçu, le plan du livre, l'architecture du livre, avec Carole Horouet, Laurent Verret et vous-même? On l'a conçu lors de réunions préparatoires du colloque et il fallait qu'on puisse, dans ce plan, avoir accès à tous les aspects de Musidora. Donc, il fallait montrer tout son apport de réalisatrice, montrer son apport d'actrice, trouver des personnes capables d'écrire aussi sur le musical, sur sa période, sur toute son activité de dessin, sur la cinémathèque. Donc, on a pensé à tous les aspects qu'il fallait traiter. Et puis ensuite, on s'est dit, il faut maintenant trouver la meilleure personne à chaque fois capable d'en parler le mieux possible, d'analyser le mieux possible ces aspects-là. Et on voulait aussi que tous ceux qui avaient été des chercheurs, les premiers sur Musidora, ceux qui sont encore là, bien sûr, soient présents. On voulait aussi des étudiants moins aguerris pour ouvrir un peu les portes de la recherche. On voulait des passionnés, des amateurs éclairés, des passionnés. On voulait aussi des néophytes à qui on ferait découvrir Musidora et qui s'en empareraient dans leur recherche, qu'ils soient universitaires ou pas, pour poursuivre une recherche qu'ils avaient peut-être commencé sur d'autres personnages ou sur d'autres sujets. Je pense à ceux qui ont travaillé sur l'aspect continuité de l'image de Musidora dans le temps, dans les images d'aujourd'hui. Je pense à Christophe Viard, je pense à Sébastien Rongier, ceux qui entre parenthèses, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas Musidora, mais n'avaient peut-être jamais encore écrit sur elle, cherché sur elle. On voulait vraiment une variété aussi de chercheurs, et pour que justement la figure de Musidora soit la plus complète possible et que toutes ces personnes puissent apporter de nouvelles informations, de nouveaux documents, et voilà, élargir le spectre. Il y a tout un chapitre aussi sur Musidora, donc enfin sur Jeanne Roch, alias Musidora, cinéaste. Et ça m'intéresse, enfin, on en parlait. J'aimerais bien que vous nous en parliez un peu de ça, de son expérience en tant que cinéaste. Et est-ce qu'elle a détonné en tant que cinéaste comme elle avait détonné en tant qu'actrice? Alors, son travail pour le cinéma, il est assez, je dirais, varié aussi, puisque, par exemple, elle a été la réalisatrice d'une super production tournée au Pays Basque et en Navarre, qui s'appelle Pour Don Carlos, qui est un film historique, qui raconte les guerres carlistes. Donc, c'est un film en costume, avec énormément de figurants, tournés dans des décors naturels, donc une super production historique. À côté de ça, il y a des films beaucoup plus intimistes. Par exemple, je pense à ces deux autres, ce film espagnol qui s'appelle Sol y Sombra, qui comporte un nombre de personnages plus réduits, même si il y a certaines scènes de foule, hein, quand on voit par exemple la scène dans les arènes ou autour de l'église, on voit une sorte de procession avec des tas de personnages qui l'entourent.
c'est un film plus intimiste où elle joue un personnage à double face. C'est plus un petit drame, plus court, plus dense. Et puis après, il y a tellement de films perdus. Voilà, comme réalisatrice, elle va terminer aussi sa carrière sur un petit film qui s'appelle La Magique Image, où elle va retrouver ce rôle de gitane qu'elle aime énormément, qu'elle tourne dans le village qui l'a accueilli, Port-Abinson, à côté de Châtillon-sur-Marne. Et là, ce film est perdu. Hein, c'est une commande d'Henri Langlois pour le festival d'Antibes. Sa carrière est très variée. Je vous invite à venir la découvrir dans le livre. Il y a un très bel article aussi sur le film Vicenta, Oui. dont on a retrouvé seulement 2 bobines et que Béatrice de Pastre analyse très brillamment aussi, et qui sont 2 bobines extrêmement précieuses. On espère retrouver encore d'autres films, mais La Terre des taureaux est une expérience extraordinaire parce qu'elle fait un diptyque avec Sol y Sombra. Sol y Sombra serait la version tragique, avec cette idée de noir et blanc extrêmement puissant, et ce double personnage romanesque avec le meurtre final et la tragédie espagnole. Et puis il y a le versant, son pendant, qui serait La Terre des taureaux, qui est une sorte de docu-fiction, un peu à la manière, je dirais, d'Agnès Varda, qui a créé ces documentaires. C'est à la fois, ça raconte une histoire, il y a un récit en même temps, c'est un documentaire sur un torero et sur l'art d'élever des taureaux, de torer, de l'entraînement d'un torero, puisqu'elle c'est parti de l'envie de faire un portrait de son amant, hein, Antonio Cañero. Donc un documentaire, un docu-fiction dont elle serait la pionnière, avec en même temps un aspect burlesque, parce qu'il y a aussi chez Musidora, et c'est important, un aspect burlesque qu'elle avait déjà dans les films qu'elle n'a pas réalisés, hein, chez Feuillade et chez certains autres réalisateurs. Elle a parfois aussi des scènes burlesques, hein. Il y a des courts-métrages de Feuillade qui sont tout à fait burlesques. Et puis, elle va se servir de cette, parce qu'elle était drôle aussi, elle avait énormément d'humour, elle était énergique, elle savait se moquer d'elle-même. Et dans La Terre des taureaux, La Tierra de los Toros, elle se moque d'elle-même, hein, puisque là, le double personnage ne va plus être la blonde et la brune de Sol y Sombra, la version tragique, mais la belle et la laide. Elle joue aussi le personnage de la laide. Elle n'hésite pas, sans les dire, à prendre du recul par rapport à son personnage, à son mythe, et à le faire avec énormément d'humour et d'inventivité. Voilà. Je rappelle, donc, c'est Musidora, Qui êtes-vous? C'est un ouvrage collectif dirigé par Carole Rouet, Laurent Verret et vous-même, Marie-Claude Cherki. C'est édité chez les éditions de Grenelle. Et je vois derrière vous cette affiche du festival du film de La Rochelle de 2015, édition 2015, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'édition 2015. 2015. Et donc, la dernière question, elle est toute trouvée. Les répercussions, enfin, est-ce qu'il y a un héritage Musidora aujourd'hui? Oui, il y a un héritage Musidora aujourd'hui. Alors, cet héritage Musidora n'a jamais cessé. Il était là en sourdine, il a toujours été là, il y a toujours eu des amoureux de Musidora, même si avant Internet, avant tous ces échanges, c'était plus souterrain et plus, je voudrais dire plus privé, chacun dans son coin, mais il y a toujours eu des peintres, des illustrateurs pour continuer à véhiculer l'image de Musidora. Évidemment, ça s'est amplifié avec d'abord le premier film d'Asaya Sirmavep dans les années 80 ou 90, je n'ai plus tellement en tête, avec 95 ou 96, je ne sais plus, il faut vérifier. Mais c'est les années 90 en tout cas. Oui. Son premier film avec Maggie Cheung, qui est un hommage magnifique, mais en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Vous savez tous qu'il a continué aujourd'hui avec sa série Irma Vep, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi les travaux des chercheurs, Patrick Casals, Champreux, qui ont travaillé plutôt du côté documentaire, mais aussi des peintres
des photographes qui travaillent de leur côté. Et aujourd'hui, si on fouille un peu sur Internet, on va découvrir qu'un groupe de rock s'appelle Musidora Vampire aux États-Unis, mais les Américains ont toujours continué à véhiculer ce mythe de Musidora. Il y avait, bien avant Internet, des collectionneurs, cette admiration s'est poursuivie. Il y avait aux États-Unis des éditions VHS, des vampires, de Judex, et voilà, ça ne s'arrête pas. Il y a même des designers, des éditeurs, des designers qui créent des modèles Musidora, de robes, de meubles, de céramique, une éditrice qui a appelé sa maison d'édition Musidora. Ça ne s'arrête pas et en plus, ça grandit de plus en plus. Musidora, c'est ça. Musidora, qui êtes-vous? Eh bien, la réponse, enfin, les réponses se trouvent dans ce bouquin, dans cet ouvrage collectif qui est dirigé donc par Carole Aurouet, Laurent Verret et vous-même, Marie-Claude Cherki. C'est édité chez les éditions de Grenelle, bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo. Je peux dire encore un petit mot? Mais bien sûr, je vous en prie. L'ouvrage est richement illustré et nous avons dans les archives qui n'avaient pas encore été explorées, essayé de tirer pour les articles et pour l'iconographie tout ce qu'on pouvait tirer de meilleur et de nouveau. Il y a encore beaucoup à faire, évidemment, mais voilà, il y a beaucoup d'images et d'informations nouvelles et nous nous sommes attelés à apporter voilà, beaucoup d'informations nouvelles. C'est vrai que l'iconographie dans ce formidable ouvrage est incroyable, est assez... on a l'impression, c'est le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, mais c'est différent. Ça serait celui de Musidora. C'est assez intéressant. C'est vraiment fascinant. Ah oui, on a eu des Catwoman et dans la pérennité de ce costume, bien sûr, et ça. Exactement. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous tomberez sur ce bouquin si vous voulez vous le procurer. Merci beaucoup, Marie-Claude, en tout cas, d'avoir été. Merci à vous et merci pour Musidora et pour toute l'équipe. Merci. Merci, Samir. Mais je vous en prie. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good